Et donc, on va introduire donc un duo. Le docteur Adeline Rollin, qui est neurologue et coordinatrice donc, du Centre national de référence patients jeunes donc, de Lille, et le docteur Xavier Delbecq, neuropsychologue. Et ils vont vous parler un peu de ces particularités, des particularités de ces patients, et de voir si l'offre de soins est bien adaptée à ce profil. C'est à vous. Bonjour et merci d'être ici. On ouvre la session cet après-midi sur les patients jeunes. Donc, on remercie également le comité de la Fédération des centres mémoire de bien vouloir nous accorder 1h15, même 1h30 sur les patients jeunes. Par contre, là, si la... Ouais. Du coup, ouais, voilà. J'attends la projection. Il faut que je fasse quoi? Ah, et du coup... Sinon, je mets la clé, hein. Ah, pardon. Désolé. Bon, ça commence un petit problème technique. Je vois pas très bien là avec les... Bon, juste pour donner quelques mots d'introduction, le CNR MAGE, c'est un centre multisite. Donc il y a le centre de Lille, le centre de Rouen et le centre de Paris Pitié-Salpêtrière. Mais bien sûr, on ne fonctionne pas qu'entre nous. On est en coordination avec, en collaboration, pardon, avec tous les autres CM2R et d'ailleurs qui ont contribué à cette présentation. Alors, justement, donc pour vous parler des patients jeunes et de vous donner une photographie des malades Alzheimer jeunes en France en 2024, on a interrogé les référents malades jeunes des 33 CM2R de France et tout le monde a bien voulu répondre, donc on vous remercie. Et on a également interrogé la BNA, qui est donc la Banque nationale Alzheimer, sur laquelle vous renseignez tous les jours des données dans les consultations mémoire, de proximité, de territoire ou dans les CM2R. Un petit rappel sur la prévalence des démences en France, donc maladie d'Alzheimer et maladies apparentées. Sur l'ensemble de la population, donc ce sont des estimations de l'association Alzheimer Europe, qui estimait que pour 2025, on avait à peu près 1 400 000 personnes qui étaient touchées par la maladie d'Alzheimer ou maladie apparentée. Et parmi ces 1 400 000 personnes, eh bien, il y a environ 54 000 personnes de moins de 65 ans qui sont touchées par la maladie et environ 30 000 personnes de moins de 60 ans. Ça reste des estimations. Vous le savez, il n'y a pas de registre sur les patients jeunes en France. Donc voilà, ça reste des estimations. Et parfois, on a des chiffres un petit peu contradictoires en fonction des différentes présentations que vous avez peut-être vues aujourd'hui. Dans la BNA, on a regardé depuis 2018 quelle était l'incidence des nouveaux diagnostics de maladie d'Alzheimer, donc ces fameuses, c'est ce qu'on remplit donc en consultation, et on voit qu'il y a à peu près, c'est un chiffre relativement constant, de 35 000 personnes qui sont chaque année diagnostiquées comme ayant une maladie d'Alzheimer. Donc là, ça ne concerne que les malades Alzheimer. Et parmi elles, à peu près 1600 personnes ont une maladie d'Alzheimer nouvellement diagnostiquée chaque année et qui débute avant l'âge de 65 ans. Globalement, les chiffres sont constants. En 2020, on a un petit décrochage parce qu'il y avait moins de consultations mémoire du fait du Covid. Alors, les référents malades jeunes ont été interrogés sur plein de questions, sur la prise en charge des patients,
le délai diagnostique, est-ce qu'il y avait des améliorations par rapport à il y a 10 ans ou actuellement? Alors pour les référents, alors ça reste évidemment une opinion, hein, est-ce que les patients jeunes consultent plus tard ou plus tôt qu'il y a 10 ans? Eh bien pour la moitié d'entre eux, on n'a pas l'impression qu'il y ait de changement sur le délai de consultation. Il y en a qui ont l'impression que cette consultation est un peu plus précoce et en tout cas, personne n'a l'impression que les patients consultent plus tardivement, et heureusement, car ils consultent déjà un peu tardivement. Est-ce que le délai diagnostique s'est amélioré au cours de la dernière décennie? Pour 66% des répondants, on a cette impression que oui, mais ceci dit, 34% des répondants n'avaient pas cette impression. En tout cas, personne n'avait non plus l'impression que le délai diagnostique augmentait. Alors, quand on regarde les données de la BNA, eh bien, donc pareil, entre 2018 et 2023, quand les patients Alzheimer jeunes consultent, qui ont donc moins de 65 ans, à la première visite, le MMS est d'environ 20 et c'est un chiffre relativement constant. Et le MMS au diagnostic est à 19. Donc c'est relativement constant sur les 5 dernières années. Donc finalement, ils ne consultent pas si tôt que ça dans le cours évolutif de leur maladie. Et quel est le délai diagnostique? Donc pour à peu près un petit peu plus de 70% des patients, le diagnostic est fait dans les 6 premiers mois de leur visite. Alors c'est un diagnostic qui peut être soit un diagnostic clinique, soit un diagnostic basé aussi sur les biomarqueurs, puisque quand on remplit les données, donc il y a le diagnostic possible, probable, avec les biomarqueurs, avec la génétique. Donc ça, c'est assez, entre guillemets, peut-être rassurant de se dire que le diagnostic est fait dans les 6 mois. Ou alors, peut-être que les patients sont, comment dire, leurs symptômes sont sont suffisamment éloquents pour qu'on évoque le diagnostic. Autre question. Et pour 27% des patients, on met un petit peu plus de temps pour faire le diagnostic, un peu plus de 6 mois. Alors, donc, on a interrogé évidemment aussi les référents sur le ressenti entre les patients jeunes et les patients âgés, et puis de ce qu'on connaît également de la littérature. Donc, bien sûr, la maladie du point de vue physiopathologique est globalement la même. Il y a également des troubles cognitifs, mais c'est vrai que ce qui caractérise vraiment les patients jeunes des patients âgés, c'est l'existence dans un tiers de cas de formes de maladie d'Alzheimer atypiques, donc des formes langagières, des formes exécutives, des formes donc postérieures. Donc ça, c'est plus fréquent évidemment chez les patients jeunes que chez les patients plus âgés, et donc ça peut retarder le diagnostic. Et puis, on peut avoir des symptômes donc neurologiques qui surviennent, donc des crises d'épilepsie, un syndrome extrapyramidal également, qu'on retrouve moins, en tout cas dans les débuts des symptômes par rapport aux patients plus âgés. On sait aussi que les patients jeunes ont plus de troubles psychoaffectifs. Ils sont quand même souvent moins anosognosiques, en tout cas au début de leur maladie, que les patients plus âgés. Ils sont également, donc ils souffrent plus aussi de symptômes dépressifs ou de burn-out, puisque finalement, donc c'est des patients qui travaillent, donc souvent leurs difficultés cognitives sont vues au moment de leur maladie dans leur activité professionnelle, donc ça peut avoir également un retentissement psycho-affectif. Et puis, donc, chez ces patients, on sait qu'il y a également d'autres diagnostics différentiels qui sont à considérer, que ça soit en début de maladie ou quand les patients peuvent avoir une maladie assez évoluée au moment du diagnostic, qui peut également être difficile à diagnostiquer. Alors, il y a également une méconnaissance par les professionnels de santé, même si ça c'est en amélioration, puisqu'il y a quand même beaucoup de communication qui est effectuée donc pour alerter les professionnels, notamment donc les médecins généralistes, mais également les médecins du travail sur donc les problématiques de maladie d'Alzheimer. Mais tout ça contribue à un retard et une errance du diagnostic. Quand on regarde le MMS initial des patients donc au niveau de la BNA, on constate qu'à peu près, et c'est pareil, c'est relativement stable depuis 2018, environ 57% des patients sont diagnostiqués avec arrivent avec un MMS initial entre 20 et 30, mais fait un peu désolant, 10% des patients arrivent avec un MMS donc inférieur à 10, donc des patients sévères qui arrivent en première consultation et donc voilà, qui ont moins de 65 ans, donc qui sont quand même
qui ont un rôle, enfin qui ne sont pas isolés comme on pourrait peut-être s'attendre un peu plus chez des patients très âgés. Là, ce sont des patients qui souvent, quand on connaît le profil des patients jeunes, qui ont une activité professionnelle, qui ont un conjoint, qui ont des enfants, voilà. Mais il y a certains patients qui arrivent tardivement, donc il y a des efforts à faire. Alors, le retard diagnostique, il est connu, il est décrit dans la littérature. Donc, pour donner quelques exemples, à Lille, nous participons à une cohorte sur les malades jeunes, donc des patients qui ont débuté leur maladie avant l'âge de 60 ans. Et cette cohorte a inclus des patients entre 2009 et 2017. Donc, il n'y a plus d'inclusion, mais par contre, certains patients continuent d'être suivis. Et quand on a regardé les périodes d'inclusion des patients, que ce soit la période 2009, 2011, 2012, 2014, 2015, 2017, on retrouve un délai diagnostique à peu près identique, donc d'environ 4 ans, et un MMS au diagnostic à 18-19, donc c'est à peu près cohérent avec les données de la BNA. Et si on regarde d'autres études, donc une étude qui est un peu plus ancienne, donc néerlandaise, qui a été publiée en 2013. Donc le délai diagnostique chez les patients qui avaient une maladie d'Alzheimer qui était jeune, c'était de 4,2 ans, contre 3 ans chez les patients plus âgés. Et si on regarde cette étude italienne, donc qui est un peu plus récente, qui a inclus des patients entre 2017 et 2019, on voit qu'il y a toujours un délai diagnostique, donc de 3,5 ans donc chez les patients jeunes contre 2,5 ans chez les patients plus âgés. Merci. Et on voit également que les patients jeunes, alors il y a ce délai diagnostique, et puis il y a aussi ils consultent plus tardivement que chez les patients plus âgés. Alors que c'est pareil, on pourrait se dire pourquoi consulter plus tardivement alors qu'ils sont peut-être plus impactés dans leur vie personnelle et professionnelle que des patients plus âgés. Et les liens qui étaient mis en évidence en dehors de l'âge, bien sûr, c'était la dépression et l'existence de troubles du langage qu'ils expliquaient peut-être par une banalisation des troubles du langage en disant que c'était peut-être des symptômes anxieux. Donc il y a des dimensions quand même psycho-affectives qui jouent sur aussi le retard diagnostique. Donc comme c'est une présentation à deux, je passe la main à Xavier Delbecq. Je vais essayer de pas planter. Donc, on a interrogé un petit peu nos experts des centres de mémoire justement pour savoir ce qui pouvait créer ce retard, pourquoi les professionnels avaient du mal peut-être à identifier cette maladie chez les patients. Alors, la plupart du temps, évidemment, c'est la problématique de la confusion avec des problématiques psychiatriques pour ces patients, et notamment tout ce qui est de l'ordre de la dépression, du burn-out, souvent qui va être la première chose qui va être évoquée pour ces patients. Et c'est seulement finalement dans un deuxième temps qu'on va voir apparaître et commencer à avoir une interrogation sur la possibilité qu'il y ait un impact sur le côté cognitif de ces patients. C'est aussi tous les stéréotypes qu'on peut avoir sur cette maladie, qu'on partage tous. Plus on est familier évidemment avec la problématique, moins ils influencent nos décisions, mais on a tous cette notion que la maladie d'Alzheimer, c'est une maladie de la personne âgée. Les statistiques le montrent en effet, mais ça cache évidemment le fait qu'on peut être jeune et pourtant être atteint de cette maladie, et puis que la maladie d'Alzheimer est une maladie de la mémoire. Et chez les patients plus jeunes, comme Adeline l'a expliqué, la symptomatologie n'est pas toujours celle attendue de ce point de vue-là. Et puis est souligné aussi par les différentes personnes interrogées le fait que ces patients plus jeunes aussi ont souvent une présentation qui ne va pas nécessairement amener le professionnel à s'interroger sur son statut cognitif et pas nécessairement penser, par exemple, à proposer un MMS ou quelque chose dans le cadre des consultations. Ça va passer un petit peu inaperçu dans la présentation du patient qui semble plutôt bonne, et donc du coup ce côté-là va pas être regardé, ce qui font peut-être partie des facteurs qui expliquent ce retard au moment du diagnostic. Heureusement, donc pour ces patients, on a quand même des points positifs. C'est vrai qu'il reste un retard et qu'on voit quand même des choses qui, à certains niveaux, ont du mal un petit peu à s'améliorer, mais ce qu'on peut remarquer, c'est par contre à côté de ça, grâce à ces dynamiques autour des patients jeunes, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été mises en place dans nos consultations, et notamment dans les centres mémoire de ressources et de recherche, puisque c'est eux que nous avons interrogés ici, pour justement améliorer la prise en charge de ces patients. Donc avec différentes choses qui peuvent être mises en place. Pour 25 sur 33 des CM2R, il y a vraiment des
parcours spécifiques qui ont été définis pour ces patients, que ce soit parfois de définir des bilans spécifiques en faisant intervenir certains professionnels de façon plus régulière comme des ergothérapeutes ou en proposant des bilans qui sont plus particuliers sur l'évaluation de la sphère cognitive. Des accès spécifiques aussi ont été définis par certains CM2R, des hôpitaux de jour qui sont consacrés à ces patients ou parfois des équipes même qui sont vraiment dédiés aux patients plus jeunes et certains qui ont vraiment mis l'accent sur le fait que ces patients aient après une prise en charge plus particulière par rapport aux personnes âgées. Et puis tout un ensemble aussi de mesures qui ont été prises par les CM2R dans l'annonce du diagnostic pour ces patients, avec beaucoup plus régulièrement peut-être qu'on le fait avec d'autres populations, des consultations de post-annonce qui sont proposées, qui peuvent être soit pluridisciplinaires, soit menées par un professionnel spécifique, mais vraiment une démarche qui est signalée comme plus systématique pour ces patients par rapport à des patients plus âgés. Et c'est bien qu'il y ait cet aspect-là, puisque vous savez que s'il y a des différences au niveau du diagnostic pour cette maladie, il y a aussi des différences sur l'impact que peut avoir cette maladie du fait du contexte social, du fait du contexte familial, qui change la donne au quotidien, puisqu'on a des patients souvent qui sont susceptibles d'être en activité professionnelle, parfois en décrochage total par rapport à cette activité, avec des situations sociales qui se sont envenimées parce qu'on n'a pas identifié à temps le problème. Des conjoints aussi qui n'ont pas nécessairement la possibilité d'être aussi présents pour aider au quotidien dans le suivi de la prise en charge parce qu'ils ont eux-mêmes une activité professionnelle qu'ils doivent maintenir. Des enfants qu'à charge qui peuvent être encore relativement jeunes, parfois adolescents, et qui vont être impliqués très directement dans la prise en charge du patient et qui va amener aussi tout un ensemble d'acteurs vraiment autour du patient dont il va falloir s'intéresser. C'est vrai que les enfants sont parfois très sollicités dans ce contexte-là. Et puis l'accès aux ressources médico-sociales qui est plus compliqué pour cette tranche d'âge de patient, puisque vous savez que la plupart du temps, ces aides qu'on peut avoir pour les âgés demandent des dérogations pour les patients plus jeunes, donc tout un ensemble de procédures qui complexifient les choses. Et puis aussi dans ce contexte un petit peu familial, il y a aussi le fait que dans cette population plus jeune, on a aussi toute la question des formes familiales qui sont plus importantes. Ça reste rare au niveau génétique pourtant, mais il y a tout un aspect un petit peu familial qu'il faut considérer. Et c'est d'ailleurs quelque chose que les CM2R ont bien mis en place, puisque aujourd'hui on voit quand même que beaucoup de CM2R se sont conformés un petit peu aux recommandations de Rouen par rapport à tout ce processus d'analyse génétique chez ces patients. Et aussi, on commençait à développer toutes des consultations pour les patients présymptomatiques pour justement amener aussi un accompagnement des familles en cas de suspicion de problématiques génétiques chez eux. Et puis, autre différence aussi entre jeunes et âgés, c'est finalement sur leur évolution. Notamment des patients qui souvent connaissent un déclin cognitif plus rapide que ce qu'on peut avoir chez les patients âgés. On parlait de commage tout à l'heure avec Adeline. Voici un petit peu l'évolution des patients dans cette cohorte. On avait isolé dans la cohorte qu'il y avait deux profils principaux de troubles cognitifs chez ces patients. Un amnésique, l'autre non amnésique, comme on peut l'observer régulièrement dans cette population. Vous voyez qu'elle est plus ou moins égale en termes d'effectifs, 38 dans l'un, 34 dans l'autre, et que le déclin, si on prend par exemple le groupe non amnésique, était assez fort, puisqu'à 2 ans, on avait une baisse du MMS qui était cotée à quasiment 9 points chez ces patients en moyenne. À 1 an, il y avait déjà 4 points qui étaient perdus, et même dans la partie amnésique, finalement, on a une perte de MMS qui est assez marquée pour cette population. À 2 ans, il y a quand même une perte quasiment de 5 points de MMS qui est observée chez ces patients. Et ça contraste par rapport à un autre fait observé dans cette population, c'est qu'ils déclinent peut-être plus rapidement, mais malheureusement, leur espérance de vie est plus longue et évidemment dans un état parfois un petit peu grabataire de ce point de vue-là. C'est ce qu'on a vu aussi sur la cohorte commage, où on a recherché justement, on a suivi un petit peu ces patients, on a regardé leur survie, et vous voyez que plus les patients sont jeunes, et plus finalement leur espérance de vie est longue dans cette cohorte, 14,3 ans pour les moins de 50 ans, et plus la maladie se déclare tard, enfin déjà tôt pour cette population, mais vous voyez, plus l'espérance de vie est ralentie. Et ça montre donc du coup toute l'importance justement de s'occuper aussi de la prise en charge de ces patients. Il n'y a pas que le côté diagnostic, après il y a une prise en charge qui doit être calibrée à chaque moment de l'évolution de ces patients, tenant compte du fait qu'ils évoluent potentiellement plus rapidement, mais aussi que leur espérance de vie est plus longue et donc parfois dans des états cognitifs très difficiles. Et pour ça, donc, on a vu quand même que
les choses sont en amélioration quand on a interrogé nos collègues des centres mémoire de ressources et de recherche. Quand même des points très positifs depuis 10 ans chez ces patients. Au niveau du diagnostic, ce dont parlait Adeline, il y a une amélioration des connaissances du grand public et des professionnels sur ces possibilités d'avoir une maladie d'Alzheimer à un sujet jeune. Un diagnostic qui est plus précoce, plus spécifique aussi à cette tranche, pour cette tranche d'âge par rapport à d'autres maladies qu'on peut observer. Et puis la place de la génétique qui s'est vraiment intégrée dans le processus de diagnostic de ces patients. Des améliorations aussi au niveau de la prise en soin, avec les relations avec le monde du travail quand même, où des choses bougent à ce niveau-là pour faciliter un petit peu les choses, qui est quand même une question souvent complexe pour ces patients, sur l'accompagnement social de ces patients aussi, où les choses commencent à changer et montrer qu'il faut aussi des aides pour ces personnes, des dispositifs plus spécifiques qui sont mis en place pour cette population et des actions auprès des aidants pour justement tenir compte de leurs spécificités aussi à eux. Ils sont aussi dans des âges jeunes avec des obligations de travail, etc. Ils ne peuvent pas si facilement se dégager de cette activité professionnelle pour s'occuper de leurs proches souffrants. Et à ce niveau-là, on voit aussi que les centres de mémoire de ressources et de recherche ont vraiment pris beaucoup d'initiatives pour améliorer cet aspect-là. Quasiment la moitié, plus de la moitié même des CM2R ont mis vraiment en place des prises en charge spécifiques au sein de leur centre pour ces patients. Nombreux programmes d'ETP qui se sont mis en place. On en a comptabilisé 6 d'après les réponses qui ont été données, donc qui sont spécifiques aux patients jeunes, 2 qui sont en cours de déploiement. Donc on voit vraiment qu'il y a un besoin à ce niveau-là de mettre en place des choses spécifiques. 2 programmes de TP aussi existants qui ont progressivement intégré justement la question du patient jeune dans leur prise en charge. Et puis des suivis individuels qui sont aussi plus systématiques par des psychologues, des neuropsychologues, des aides aux aidants aussi qui sont définis spécifiquement pour des patients jeunes qui sont différentes initiatives qu'on peut voir mises en place dans les centres de mémoire de ressources et de recherche. Et puis évidemment, la prise en charge, elle ne peut pas se faire qu'au sein du centre mémoire, il faut évidemment des relais. Et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de travail, comme on l'a vu dans cette enquête, pour améliorer justement les relais vers l'extérieur, que ce soit avec des accueils de jour, avec des plages dédiées aux patients jeunes, qui est quelque chose quand même qui est fort sollicité par les patients qu'on peut rencontrer, des collaborations avec des UCC, parce que l'accueil de ces patients n'est pas toujours aussi simple qu'il n'y paraît dans ces structures, des collaborations qui sont faites avec les associations de malades, avec les plateformes de répit. Certains centres aussi qui ont réussi à faire en sorte que des structures de revalidation aussi prennent en charge leurs patients comme ils prendraient en charge des patients avec des AVC, des traumas crâniens, etc. Et puis même des équipes mobiles qui se mettent en place pour justement se dédier à la prise en charge de ces patients jeunes. Puis d'autres dispositifs de séjours de vacances, d'activités de loisirs aussi qui sont extrêmement importantes pour ces populations. Donc, je vous ai mis une petite diapo pour quelques-unes de ces initiatives qui ont été signalées par nos collègues des CM2R. Elle est évidemment pas complète, mais c'est pour vous montrer que ça peut vraiment être de différentes natures, ces aides, que ce soit pour accompagner la prise en charge, que ce soit pour proposer des séjours de vacances, des structures qui soient dédiées à des patients jeunes et spécifiquement à des patients jeunes. Alors, l'image n'est évidemment pas toute positive, malheureusement. Il y a aussi des besoins qui restent à améliorer, qui restent parfois même sans réponse à ce niveau-là. Le gros point qui est souligné, c'est toujours le problème d'hébergement et des structures d'accueil, et notamment pour les patients quand ils arrivent à des stades plus évolués. C'est compliqué de trouver des hébergements qui soient adaptés à ce niveau-là. Des prises en charge médico-sociales dont le délai parfois, et c'est très variable selon les régions, reste trop long par rapport à ces pathologies. On a vu aussi l'évolution qui fait que ce délai automatiquement est vécu de façon très longue. Le droit du travail qui doit encore s'améliorer par rapport à cette population et des dispositifs à domicile qui peuvent parfois manquer, notamment quand le conjoint travaille. Et puis cette errance diagnostique qui reste un point de vigilance à avoir parce qu'aujourd'hui encore, comme on l'a vu, on voit dans la BNA quand même que 10% de ces patients arrivent à un stade assez sévère de troubles cognitifs et comment améliorer justement la situation et l'accès de ces patients vers nos structures. Donc pour conclure, grâce à cette enquête, on voit qu'il y a de nombreuses initiatives, beaucoup d'idées
qui germent et qui se mettent en place dans les différents CM2R pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients. Et c'est vrai que c'est important de les recenser et puis de les généraliser peut-être à l'ensemble du territoire pour que voilà, les bonnes idées d'un endroit puissent bénéficier à d'autres endroits. Donc on a envie de recenser toutes ces idées et de poursuivre ce travail. Il y a également donc ces fameuses structures d'accueil et d'hébergement dont vous aviez parlé. C'est vraiment une des difficultés principales. Alors effectivement, les patients jeunes sont peu nombreux quand même, hein, et du coup, ils sont parfois un peu isolés sur les territoires, donc c'est pas toujours évident de créer des structures d'accueil dédiées qu'aux patients jeunes, ça serait l'idéal. Et en même temps, parfois, ils peuvent être accueillis dans des structures classiques, mais il faut former les professionnels pour s'occuper de ces patients et de s'occuper des patients et de leurs familles également. Donc ça, c'est important également de former les différents intervenants. Et le point noir des patients jeunes, c'est vraiment cette errance diagnostique, ce retard diagnostique qui se poursuit, alors que c'est vraiment une population qui n'est pas isolée, hein. Donc il faut vraiment qu'on essaye de travailler sur comment mieux repérer les patients. Donc qui repère les patients au début? Ce sont les médecins généralistes, ce sont également les médecins du travail, donc pour essayer de mieux orienter les patients plus tôt et pour qu'on puisse apporter une réponse à leurs besoins tôt dans la maladie. Donc évidemment, ce qu'on aimerait bien mettre en place, ça serait un PNDS pour essayer d'apporter des propositions et des prises en charge à tous les stades de la maladie. Donc si vous avez d'autres initiatives que vous n'avez pas rapportées ou dans d'autres centres ailleurs, n'hésitez pas à scanner ce QR code ou à venir nous voir ou à nous envoyer un mail pour qu'on puisse essayer de mieux diffuser ce qui se fait en France. C'est vrai qu'en tant que CNRMAJ, nous on est régulièrement contactés par des personnes en France, un peu partout, qui nous demandent dans leur région qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter soit par le QR code, soit par mail, n'importe, mais voilà. Nous vous remercions. Merci à vous. Un grand merci pour cette belle présentation à la fois précise et synthétique sur les spécificités, les problématiques liées à la maladie d'Alzheimer chez les patients jeunes et puis également tous les enjeux en termes de prise en charge et les nombreux défis aussi qui restent à affronter. Donc on viendra aux questions à la fin des différents exposés. Donc maintenant nous allons accueillir Stéphanie Bombois, qui exerce à la Pitié-Salpêtrière et qui est coordinatrice du Centre national de référence donc malades d'Alzheimer jeunes. Et donc vous allez nous parler des immunothérapies anti-amyloïdes justement dans cette population de patients jeunes. Je vous laisse la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci. Et alors attendez, je vais juste, il faut que je fasse échappe. Voilà, c'est bon. Donc bonjour à tous. Je tiens à remercier les organisateurs des journées scientifiques d'avoir organisé ce symposium sur les patients Alzheimer jeunes. Et puis, je profite du fait que ça soit l'anniversaire, les 20 ans de la FCM qui se passe à Lille, pour remercier mon mentor, Florence Pasquier, de m'avoir initiée au diagnostic et à la prise en charge des patients Alzheimer jeunes. Merci Florence. Donc je vais vous parler des immunothérapies, mais essentiellement en fait du lecanemab chez les patients Alzheimer jeunes. Pourquoi? Parce qu'en fait on a fait partie, ou j'ai fait partie d'un groupe qui a été mandaté par la FCM pour réfléchir sur des recommandations à l'utilisation dans le soin courant du lecanemab chez les patients Alzheimer débutants.
Et donc, on s'est aussi inquiété des patients Alzheimer jeunes. Voici mes liens d'intérêt. Alors, la maladie d'Alzheimer des sujets jeunes, c'est environ, dans les études épidémiologiques, 5,5% de l'ensemble des patients Alzheimer. Alors, au niveau international, c'est vrai qu'on dit que les patients Alzheimer jeunes, ils débutent avant les symptômes avant l'âge de 65 ans. En France, on a des critères qui sont plus stricts avec des patients qui débutent avant 60 ans. Ces patients, Adeline l'a dit, hein, ils représentent environ 35 000 sujets en France de moins de 60 ans. Et on l'a dit aussi, ils ont, ces patients jeunes, aussi bien que les patients âgés, les mêmes lésions pathologiques, avec un rôle central de la pathologie bêta-amyloïde. Donc un rationnel qui nous induit la possibilité de tester l'immunothérapie anti-bêta-amyloïde, quel que soit l'âge des patients. Pour autant, les patients Alzheimer jeunes ont un certain nombre de caractéristiques, qu'elles soient cliniques, physiopathologiques ou génétiques, qui peuvent venir moduler cette affirmation. D'une part, Adeline en a parlé, les patients Alzheimer jeunes sont beaucoup plus à risque d'avoir des formes non amnésiques de la maladie d'Alzheimer. Ils ont un déclin cognitif plus rapide. Ils ont également une distribution de la pathologie DNF au niveau cortical différente des sujets plus âgés. En IRM, on va avoir une atrophie qui va être assez peu focalisée sur l'hippocampe, mais plutôt sur les régions postérieures et notamment pariétales. Et de même, en TEP-FDG, on aura plutôt une atteinte qui sera même pariéto-occipitale. En ce qui concerne la génétique, vous le savez, c'est surtout des risques de mutation autosomique dominante avec sur les gènes de l'APP, PSEN1 et PSEN2, et c'est des sujets qui sont beaucoup plus fréquemment porteurs d'au moins un allèle epsilon 4 de l'APOE, qui confère donc ce risque plus précoce de maladie d'Alzheimer. Donc, sur la base de ces caractéristiques, finalement, est-ce qu'il y a une influence de ces caractéristiques sur le design des essais thérapeutiques, notamment est-ce qu'il y a des limites d'âge? Est-ce que les phénotypes non amnésiques sont éligibles à l'immunothérapie? Est-ce qu'il y a une efficacité qui est la même entre les patients les plus jeunes ou les plus âgés? Et qu'en est-il également de la tolérance? Donc c'est ce que je vais développer au cours de mon topo. Et puis on finira sur les recommandations pour l'utilisation du lecanemab en soins courants. Donc dans les essais thérapeutiques, oui, il y a une limite d'âge. Pour l'aducanumab dans Emerge Engage, c'était 50 ans, la limite la plus faible. Pour le lecanemab, 50 ans également. Mais vous voyez que pour le donanemab, c'était plus élevé à partir de 60 ans. Bon, pour information, je vous donne dans les études en lien avec les protocoles de Diane TU, vous voyez que là, on pouvait inclure des patients extrêmement jeunes, donc porteurs de mutations génétiques. Est-ce que tous les phénotypes cliniques sont éligibles à l'introduction d'un traitement par lecanemab? Alors, il y a 3 phénotypes cliniques qui sont très largement sous-tendus par des lésions pathologiques de la maladie d'Alzheimer. C'est le syndrome amnésique, puisqu'on va retrouver ces lésions dans 75 à 80% des cas. C'est les syndromes d'APP logopénique, autour de 80% de maladies d'Alzheimer de lésions Alzheimer qui sous-tendent ce phénotype. Et pour l'atrophie corticale postérieure, on va le retrouver à plus de 90% des cas.
Chez ces sous-groupes de phénotypes cliniques, on ne va pas pouvoir mettre en évidence de distinction en ce qui concerne les radioligands de amyloïdes et non plus de différence entre les marqueurs du LCR. Donc ça peut représenter des arguments biologiques qui ne vont pas à l'encontre de un traitement par lecanemab ou en immunothérapie anti-amyloïde chez ces formes non amnésiques de maladie d'Alzheimer. Pour autant, il faut quand même aussi prendre des modulateurs de ça, notamment le statut ApoE4, car en fait, dans les formes atypiques de la maladie d'Alzheimer, l'ApoE4 est moins prévalent, il est autour de 40%. Vous voyez que, par exemple, dans l'étude Clarity AD, donc évaluant le lecanemab, alors bien sûr, il y a une stratification, mais 70% des sujets avaient au moins un allèle ApoE4. Et donc, on pourrait avoir un meilleur bénéfice-risque finalement dans ces formes cliniques. Mais voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a aussi beaucoup de caractéristiques à prendre en compte, notamment de différences d'âge, de sexe, de pronostics, de pathologie taux et de comorbidité psychiatrique qui pourraient venir moduler ça. Alors, en revanche, il faut être extrêmement prudent pour les phénotypes peu courants, c'est-à-dire le syndrome cortico-basal, la variante comportementale et dysexécutive et les APP non logopéniques, car dans ces formes, la pathologie Alzheimer est probablement, quand on la retrouve, plutôt une comorbidité que la pathologie primaire à l'origine des symptômes cliniques. Donc dans ce cadre, les immunothérapies anti-amyloïdes pourraient avoir une efficacité réduite tout en conservant leur effet secondaire, donc avec une mauvaise balance bénéfice-risque. Si on se penche sur l'étude Clarity AD évaluant le lecanemab, dans les critères d'inclusion, c'est des maladies d'Alzheimer plutôt amnésiques qui vont être incluses, puisque un des motifs d'inclusion, c'est d'avoir un déficit sur les échelles évaluant la mémoire, avec bien sûr les marqueurs amyloïdes positifs. Il n'y avait pas dans les critères d'exclusion les phénotypes atypiques. Donc on peut bien sûr inclure ce type de patients à condition qu'ils aient quand même aussi suffisamment de déficit en mémoire pour pouvoir répondre aux critères d'inclusion. Alors, en ce qui concerne l'efficacité du lecanemab suivant l'âge, donc là, je vous présente des résultats qui sont des analyses post-hoc. Et vous voyez en fait que dans Clarity AD, il y a 353 sujets qui étaient âgés entre 50 et 65 ans, qui ont été inclus, ce qui représente environ 20% des patients qui ont participé. Et si on regarde ensuite pour aussi bien la CDR Sum of Box ou l'ADAS-Cog 14, si on regarde les résultats en fonction des critères d'âge, vous voyez que on pourrait avoir l'impression que le traitement est le plus efficace chez les patients les plus âgés, donc dans ceux qui sont âgés de plus de 75 ans, qu'il pourrait y avoir une efficacité peut-être un petit peu moindre chez les sujets 65-74 ans, et chez les sujets jeunes, inférieurs à 65 ans, vous voyez que finalement, le traitement n'a pas montré d'efficacité significative. Bon, il faut rester prudent parce qu'il n'y a pas eu de stratification sur l'âge à la randomisation. Donc voilà, c'est des pistes, mais c'est pas non plus des critères, des résultats à prendre au pied de la lettre.
Pour information, dans Trailblazer ALS2, on avait le même genre de résultats avec dans les analyses en sous-groupe chez les patients les plus jeunes qui, eux, étaient vraiment, vous voyez, un groupe très réduit de 71 sujets sous placebo et 63 sous donanemab inférieurs à 65 ans. On a aussi l'impression qu'il n'y a pas, enfin, c'est pas une impression, il n'y avait pas d'efficacité significative dans cette tranche d'âge. Alors, on s'éloigne peut-être un peu du critère strict des patients jeunes, mais en tout cas, si on regarde en fonction du statut ApoE4, eh bien, là, on a une stratification à la randomisation sur ce statut ApoE, et le lecanemab est essentiellement efficace chez les non-porteurs et chez les hétérozygotes, avec une taille de l'effet clinique qui est plus ample chez les non-porteurs. Aussi bien sur la CDR Sum of Box que sur l'ADAS-Cog 14. Et chez les homozygotes, là, par contre, on a l'impression que le traitement, en tout cas, il n'y avait pas de différence, d'efficacité significative dans ce groupe. Pour Trailblazer 2, donc le donanemab, on avait aussi ce genre d'effet. Qu'en est-il de la tolérance? Alors, quand on parle de tolérance, on va surtout s'intéresser aux facteurs de risque, notamment d'ARIA. Donc les ARIA, vous savez, c'est les complications à la fois hémorragiques ou œdémateuses liées à l'immunothérapie. Donc les facteurs de risque d'ARIA, c'est la propriété intrinsèque des anticorps monoclonaux. Et vous voyez sur cette diapo que le lecanemab n'est pas le traitement où il y a le plus de risque d'ARIA. On a moins de risques avec les anticorps qui ciblent les formes solubles de peptides bêta-amyloïdes. Ça va dépendre de la dose de l'anticorps, du statut ApoE4 et de l'angiopathie amyloïde cérébrale sous-jacente. Et justement, chez les patients jeunes, on a longtemps pensé qu'ils avaient peu ou que c'était une maladie d'Alzheimer vraiment pure, alors qu'en fait, maintenant, on sait qu'il y a une copathologie importante et justement, dans l'angiopathie amyloïde, la fréquence des lésions est la même, qu'elle soit pour les formes légères ou sévères d'angiopathie. Donc, est-ce que les patients Alzheimer jeunes sont plus à risque d'ARIA? Alors, bon, on n'a pas vraiment de données dans la littérature à ce sujet. Je peux juste dire que voilà, il y a une revue systématique qui a quand même inclus 15 500 patients et qui ont fait une ARIA au cours de l'immunothérapie et l'âge moyen était, on va dire, de 70 ans. Alors, la tolérance au lecanemab, elle va vraiment dépendre du statut ApoE4. Donc, les ARIA, E et H, sont associés au traitement. Et il n'y avait pas d'ARIA symptomatique dans le groupe placebo. Et le statut ApoE4 est donc un facteur de risque d'ARIA E multiplié par 3, d'ARIA E symptomatique multiplié par 3 et d'ARIA H multiplié par 2. Et on a un effet dose de l'ApoE4. Avec, plus on a d'allèles, plus on a un risque d'ARIA, avec un facteur de risque d'ARIA E multiplié par 6 quand on est homozygote. Alors, quelles sont les recommandations dans le soin courant? Donc, vous savez que c'est aux États-Unis que le lecanemab a été approuvé en premier. Et donc, il y a eu des recommandations par des groupes d'experts pour utiliser le lecanemab. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les patients jeunes? Ils disent qu'on se réfère à l'essai, et donc les critères d'âge, c'est 50-90 ans. Et il recommande le génotypage ApoE de façon à informer le patient des bénéfices-risques. Je prends l'exemple aussi de la Grande-Bretagne avec donc le MHRA,
qui a validé dans le soin courant l'utilisation du lecanemab, alors que le NICE a recommandé de ne pas l'utiliser, puisqu'il n'est pas remboursé, voilà. Et donc eux, ce qu'ils disent, c'est que il faut absolument éviter les patients, enfin, faut pas inclure les patients qui sont homozygotes pour l'APOE4. Il n'y a pas de recommandation précise autre pour les patients Alzheimer jeunes. Donc, en ce qui concerne l'Europe, vous savez qu'on n'a pas eu d'approbation de l'utilisation du lecanemab, mais que le dossier est encore en cours de révision. Pour autant, on a travaillé donc avec un groupe à la demande de la FCM. Et on a fait quelques recommandations, notamment sur la limite d'âge. Donc on dit qu'il n'y a pas de limite d'âge basse pour un adulte majeur. En revanche, il faut, et on n'exclut pas non plus les sujets qui pourraient être porteurs de mutations génétiques, mais il faut bien expliquer aux patients les limites d'efficacité et de risque. On recommande le génotypage APOE4 pour évaluer les bénéfices-risques et on contre-indique le lecanemab chez les sujets homozygotes. En ce qui concerne les formes, les phénotypes cliniques de la maladie d'Alzheimer, on dit voilà qu'il est possible de traiter les sujets avec les phénotypes les plus fréquents, mais que c'est pas recommandé chez les sujets avec un phénotype rare. Pour conclure, les patients Alzheimer jeunes, c'est une petite proportion de l'ensemble des patients Alzheimer, mais vous voyez qu'en fait, ils sont intéressés par la participation dans les essais thérapeutiques, ce qui pose quand même problème puisque Adeline et Xavier l'ont dit, les patients Alzheimer jeunes sont diagnostiqués tardivement et les critères pour rentrer, pour être traités par le lecanemab, c'est presque déjà trop tard pour la majorité de ces patients-là. Donc, il y a vraiment un travail à faire pour un diagnostic plus précoce. On a peu de données, donc vous l'avez compris, sur la tolérance et l'efficacité des immunothérapies et il pourrait ne pas être suffisamment efficace chez les patients Alzheimer jeunes et il pourrait être plus à risque que ces patients d'ARIA. Donc c'est vraiment important d'obtenir plus de données de ces patients, des essais qui sont pour lesquels on a déjà un certain nombre de données et qui sont toujours en cours, et aussi de données provenant de registres de soins courants. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je remercie Maria Soto de nous avoir proposé de participer donc au groupe de réflexion auquel faisaient partie donc Nicolas Villain, Vincent Planche, Hélène Maulion, Mathieu Lilamant et Julien Delrieux. Voilà, je vous remercie beaucoup. Alors, merci Stéphanie, en plus d'avoir tenu le timing. Et là, j'ai le grand plaisir d'introduire David Vallon, donc, qui est la branche rouennaise donc des centres patients jeunes, et qui va nous parler de l'impact psychologique lorsqu'on fait un diagnostic génétique, donc à la fois sur le patient et sur les dents. Et on va essayer de continuer à tenir le timing. Alors... J'essaye de te mettre sur ta... Ouais. Ouais. Voilà. Merci. Alors avant que ça s'affiche, merci beaucoup de cette opportunité, de cette session sur les malades jeunes. Vous avez compris que le centre de référence à cœur a animé
toute une réflexion par rapport à ces patients, par rapport à la prise en charge, par rapport au diagnostic. Et puis, en ce qui me concerne, on va revenir un petit peu sur la génétique avec un angle un petit peu différent. Je pense que vous avez l'occasion de me voir vous parler des différents gènes et de la distribution des gènes et des phénotypes. Là, on va parler de génétique, mais de l'impact psychologique que peut avoir le résultat génétique chez les patients et on va dire plutôt globalement dans la dyade aidant-aidé, puisque on va pas nécessairement se limiter à des malades à un stade très débutant, vu comme l'ont très bien montré Xavier et Adeline, les diagnostics sont faits de manière assez tardive, donc la génétique venant après le diagnostic phénotypique, ça vient après. Bon, ça c'est très rapide, il n'y a rien qui est en rapport avec la présentation et rien qui m'enrichit personnellement, bien entendu. Et donc, juste pour revenir, parce que ce matin, Jean-Charles nous a fait une présentation sur la génétique, je vais évidemment pas revenir en détail, mais peut-être que certains, à cause de vols de caténaires, n'ont pas eu la chance de pouvoir profiter de sa présentation. Comme ça, on va tous partir avec les mêmes éléments et vous remettre les différents éléments génétiques dont je vais parler après. Globalement, vous avez ici la représentation des variations génétiques associées à la maladie d'Alzheimer. Et vous avez en ordonnée la fréquence de cette variation dans une population générale, en pourcentage. Et puis vous avez en abscisse, vous avez la fréquence indiquée, et en ordonnée, vous avez le lien d'association avec la maladie, qui est extrêmement fort et complet pour les mutations autosomiques dominantes, donc qui concernent les 3 gènes dont on a un petit peu parlé ce matin, PSEN1, PSEN2 et APP. Vous avez les variations fréquentes avec un effet faible qui confère un effet faible pour la maladie d'Alzheimer, donc ces ratios qui sont à 1,01, 1,1 au plus fort. Et donc ça, c'est ce qui a été obtenu dans les études de GWAS. Et puis vous avez au milieu l'ensemble des variants à effet modéré, voire fort, qu'ils soient fréquents, comme l'APOE4, ou les homozygotes E4-E4, qu'on voit très bien ici, et puis ou qu'ils soient plus rares avec les autres gènes dont on a parlé également ce matin, SORL1, TREM2, ABCA7, ATP8B4, etc. Ils sont là-dedans. Voilà, donc ça nous permet comme ça de comprendre tout ce que l'on peut étudier et déterminer au niveau de la génétique de la maladie d'Alzheimer. Et dans ce contexte, de nombreux centres ici présents ont contribué à l'étude. On s'est proposé à Rouen de screener au sein d'une population de malades d'Alzheimer jeunes, plus une petite partie de malades avec un âge un peu plus tardif, donc jusqu'à 75 ans, de screener quelles étaient les variations génétiques associées à la maladie, de telle sorte qu'on puisse déterminer soit la cause, et là c'est les mutations pathogènes, ou tout du moins les facteurs ayant fortement contribué à la maladie. Alors les critères étaient évidemment un diagnostic de maladie d'Alzheimer, et puis quelle que soit l'histoire familiale, on ne devait pas y avoir d'analyse génétique au préalable pour ne pas biaiser l'étude, donc ce ne pas être un patient qui devait être déjà connu comme porteur d'une mutation causale. On acceptait les screenings APOE, mais par contre, ça n'intervenait pas dans la réflexion. C'était de toute façon refait. Et puis, ça c'est parce que techniquement, à cette époque-là, on n'avait pas beaucoup de contrôle hors Europe, et donc pour faire des études cas témoins, il nous fallait des patients qui soient uniquement nés de parents issus de populations européennes. On a inclus les 700 individus grâce à l'œuvre de tous ici durant les 36 mois. Et il y avait trois points importants. Le recrutement, où on faisait le prélèvement génétique, le résultat génétique généralement à 6 mois, et puis une évaluation un peu plus à distance qui va comporter des échelles dont je vais vous parler. Pour juste vous rappeler très brièvement la distribution de ce qui a été identifié dans l'étude ICASCADE, on avait parmi le petit groupe d'âge de début plus tardif, et vous voyez qu'on n'est pas allé très loin puisqu'on a fait que la tranche 66-75 ans d'âge de début, on n'a trouvé aucun variant. Alors, ça ne veut pas dire que sur la base de notre étude, c'est certain qu'on n'en trouve pas. En pratique, il existe des situations extrêmement rares avec des pénétrances incomplètes, mais cette étude-là n'est pas en faveur pour aller faire des études d'exome chez les patients plus âgés dans l'objectif d'identifier une mutation causale. Maintenant, si on s'intéresse aux malades jeunes, eh bien, on avait plusieurs situations dépendantes de leur histoire généalogique. Cas de figure numéro 1, aucun antécédent.
donc on va dire d'allure sporadique, on sait que ça peut très bien être aussi le fait qu'on ne connaisse pas l'information généalogique, là on retrouvait un nombre de 1,9% d'individus porteurs, c'est-à-dire 5 sur 258. Ensuite, on avait des situations où il y avait une histoire familiale positive, et dans ces cas-là, on a distingué ceux où l'histoire familiale était rapprochée à un apparenté tardif, donc l'individu est jeune, mais la parenté est tardif. Et dans cette situation-là, on n'est pas très différent du sporadique puisqu'on est à 1,7%. En revanche, lorsqu'on restreint à la population avec une histoire généalogique familiale tout systématiquement précoce, là, la proportion augmente considérablement puisqu'on est à 10%, voire lorsqu'on s'impose une transmission autosomique dominante, c'est-à-dire plusieurs générations affectées, presque 12%. Voilà. Là, je ne vous ai décrit que les situations où les individus étaient porteurs d'une mutation causale, c'est-à-dire APP, PS1 et PS2. Donc il reste maintenant à parler des facteurs de risque. Et donc en ce qui concerne les facteurs de risque, donc on retire les 21 patients porteurs de mutation. LP et P, c'est juste pour vous définir ce que ça veut dire likely pathogenic or pathogenic, donc probablement pathogène. Et on a donc 679 patients pour lesquels on a pu regarder la présence des facteurs de risque. Alors on a trouvé d'une part des génotypes porteurs E4 dans 40% des cas, et porteurs d'un seul allèle E4 dans 40% des cas, et des homozygotes dans 22% des cas, ce qui était relativement attendu, hein. Ça rejoint les chiffres que Adeline nous disait tout à l'heure, chez les porteurs E4, 40%. Et puis, la présence des facteurs de risque rares, donc là, je resitue, sur le 1, TREM2, ABCA7, on retrouvait 83 individus porteurs. Et donc, évidemment, il pouvait y avoir des porteurs de plusieurs facteurs de risque, c'est-à-dire soit APOE4 plus un variant rare, soit même plusieurs variants rares. Alors là, la situation devient extrêmement rare, vous avez 0,7%, mais les choses pouvaient s'associer. Et on est allé regarder ce qui se passait chez nos late onset. Et là, évidemment, on a aussi retrouvé des facteurs de risque rares chez les individus avec late onset. L'enseignement de ces aspects-là, c'est qu'on retrouve donc ces histoires de variants rares chez les malades jeunes, aussi chez les malades plus âgés, et puis la PO4 de la même manière. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de se dire que la dimension des variants rares, elle est beaucoup plus large et elle mérite un intérêt particulier. Bon. Mais ça nous amène à l'objet de ce que je voulais vous démontrer, vous expliquer aujourd'hui, c'est l'impact psychologique de ces résultats. Puisqu'il y avait une évaluation et un rendu de résultats, on a essayé de déterminer quelle est la perception, surtout sur le plan psychologique, d'avoir une mutation causale, d'avoir un facteur de risque ou de ne rien avoir du tout. Puisque vous avez bien vu que ce n'était pas 100% à la fin, et il restait des individus pour lesquels on n'avait aucune explication ni même contribution. Alors, l'impact psychologique, il a déjà été étudié dans les maladies au niveau. L'impact psychologique d'un résultat génétique a déjà été étudié, mais pas dans la maladie d'Alzheimer, surtout chez le patient. Ce qui a été étudié, c'est dans les cancers gynécologiques, avec évidemment toute une dimension particulière de la cancérologie, notamment du cancer du sein. Ça a été étudié dans la maladie de Huntington, mais uniquement au stade asymptomatique, c'est-à-dire quel est l'impact d'annoncer à un individu qu'il est porteur d'une mutation qui conditionne à une maladie de Huntington. Et puis dans la maladie d'Alzheimer, la seule chose qui avait été faite, c'était le génotypage APOE. Là encore, dans un contexte asymptomatique, c'est la grande étude Reveal, qui a eu plusieurs publications. Et eux, ce qu'ils avaient montré, c'est qu'il n'y a plutôt pas d'impact négatif, voire plutôt un impact positif. Les gens ont pris de conscience sur leur génotypage APOE, se mettaient à faire du sport, à améliorer leurs conditions de vie, faisaient de la prévention. Mais en tout cas, il ne semblait pas y avoir d'éléments négatifs. Alors évidemment, c'est dans un contexte d'une étude avec évidemment une population qui est forcément un petit peu plus biaisée puisque les gens savaient dans quoi ils s'engageaient lorsqu'ils acceptaient de signer le consentement. Le diagnostic génétique, on se doute bien, il a des implications très significatives, d'abord pour les patients les apparentés. Et donc, il était important d'essayer de le déterminer. Et dans les objectifs secondaires de l'étude cascade, outre la distribution des variations génétiques, c'était de déterminer l'impact psychologique de ces résultats d'exome, donc chez les patients, et d'évaluer également comment ils comprennent ces résultats. Et donc, si vous avez participé à l'étude cascade, vous vous rappelez les échelles qui étaient remplies à la baseline, à la V1, l'échelle refaite à la V2 et à la V3. Je les remets ici pour qu'on ait tous en tête. Donc il y avait la HADS, qui est une échelle d'évaluation de l'anxiété et de la dépression, qui est basée sur
un score qui permet d'évaluer ces deux composantes. Et donc, c'est tout simplement une forme d'échelle de Likert qui correspond à une acceptation d'un item donné. Je me fais du souci, jamais, presque jamais, parfois, très souvent, etc. Et puis, il y avait également des items pour la dépression. Pour la PANAS, ce sont des affects qui sont soit positifs, soit négatifs, et donc qui définissent l'état de la personne au moment de l'évaluation. Et donc, il y a des items positifs, je me sens enthousiaste, je me sens fier, je me sens actif, et une échelle de temps, presque tout le temps, etc. Et puis des affects négatifs de la même manière. Et puis il y avait une échelle de connaissances, donc là qui était appliquée à la maladie d'Alzheimer, qui était basée sur une échelle, la ClinSec, qui a été celle qui a été utilisée dans l'étude Reveal, mais qu'on a retravaillée puisque Reveal ne s'intéressait qu'à la POE, nous on s'intéressait à tous les aspects, et dont on a essayé de rendre les phrases les plus accessibles possibles. C'était effectivement pas évident, mais on a voulu essayer de déterminer si le fait de rendre un résultat améliorer la connaissance des patients ou de la diade patient aidé, puisque dans ce cas de figure-là, il fallait généralement que les dents interviennent. En critère de jugement principal de cette sous-étude, eh bien, on a essayé de déterminer la variation du score d'AHADS, la variation du score de la PANAS, entre la V1 et la V2, et puis entre la V1 et la V3. En critère secondaire, on s'était fixé le taux de réponse correct à l'échelle d'évaluation des connaissances. Et notre hypothèse, c'était qu'il pouvait y avoir un changement significatif du score moyen à la HADS, à la PANAS, en fonction du résultat. Donc, vous avez là la distribution des différents questionnaires qu'on a reçus. Donc, à la V1, il y avait à peu près 590 échelles qui avaient été remplies. Vous voyez que parfois, on recevait une échelle de connaissances, mais pas les autres. On peut imaginer que c'était compliqué peut-être de les faire passer. En tout cas, voilà. À la V2, on est plutôt autour de 300, et à la V3, plutôt autour de 150. On en reviendra, mais on est d'accord, il y avait une certaine attrition. Pour vous préciser également quelle typologie d'anomalies génétiques était identifiée, eh bien, les 21 patients porteurs de mutations pathogènes ont participé. Il y avait 472 patients porteurs de facteurs de risque génétique. Et puis, il y avait 207 patients pour lesquels aucune anomalie génétique n'avait été identifiée. On a également fait une analyse sur les perdus de vue parce que cette attrition a été quand même assez importante. Et en revanche, on n'a eu aucune corrélation identifiée avec que ce soit l'âge de début, le sexe, le niveau d'éducation. On n'avait pas de facteurs qui biaisaient l'attrition. Et donc, peut-être apparu comme ça parce que toutes les études aussi longues, surtout quand il faut renvoyer un questionnaire a posteriori, sont plus complexes de ce côté-là. Alors voilà rapidement les résultats démographiques. On ne va pas trop s'apesantir pour gagner du temps, mais voilà, on a étudié un certain nombre de variables, y compris le sexe, y compris le niveau d'éducation, y compris le nombre d'enfants. Parce qu'on se dit peut-être avoir plus d'enfants ou avoir 0 enfant, ça n'a pas le même impact sur le plan psychologique, et tout ça, ça a été intégré dans les covariables de notre modèle. Et voilà les résultats qu'on obtient. Donc là, c'est sur cette première planche, les résultats au niveau de l'anxiété à gauche et de la dépression à droite à la V2. Donc l'écart entre la baseline V1 et la V2, et il n'y avait pas de différence sur l'anxiété dans aucun des groupes, et il y avait une légère augmentation des scores de dépression chez les porteurs d'un facteur de risque et c'est ceux chez qui on n'avait rien retrouvé. En revanche, chez les porteurs de mutations pathogènes, pas plus d'indication d'une augmentation des scores de dépression. C'est la même évaluation entre guillemets, donc anxiété et dépression, mais cette fois-ci entre la V1 et la V3, parce que la V2, je vous rappelle, c'est le moment où on donne le résultat. On demande aux patients tout de suite, là, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis la V3, c'était un peu plus à distance, souvent 6 mois plus tard. Et là, on avait une majoration de l'anxiété entre la V1 et la V3 chez les individus pour lesquels on n'avait pas identifié une mutation, donc les non-porteurs. Et puis, on avait une augmentation des scores de dépression chez les individus avec facteurs de risque et les non-porteurs. En revanche, pas d'éléments plus probants, pas de différence chez les porteurs de mutations pathogènes. Concernant maintenant la PANAS, donc les affects positifs et négatifs, on n'avait aucune différence concernant les affects positifs et négatifs à la V2, quel que soit le groupe. Et concernant la V3, on avait une légère diminution des affects positifs dans le groupe facteur de risque et dans le groupe non porteur, comme seul élément différent
sur nos analyses intégrées. Et donc ensuite, on a essayé de tenir compte aussi de paramètres multivariés. Et donc, après ajustement sur l'âge à l'inclusion, l'âge de début, le sexe, le niveau d'éducation, le nombre d'enfants, etc., comme je vous disais, et le statut génétique, il y avait donc un niveau d'anxiété qui était augmenté, et de dépression qui était augmenté à AV3 chez les non-porteurs par rapport aux facteurs de risque génétiques. Alors cette variation était dépassée le seuil nominal, mais après la correction des tests multiples, puisqu'on en a fait quand même quelques-uns, eh bien ce seuil n'était plus franchi. Il n'est pas impossible que ce soit une problématique de puissance. Et ensuite, en termes de répondeurs au questionnaire, eh bien, ce qu'on a regardé, c'est s'il y avait un effet de l'aidant par rapport au patient qui remplit, puisqu'on demandait à relever cette information-là. Est-ce que c'est le patient qui remplit, est-ce que c'est les deux ou est-ce que c'est juste l'aidant? Eh bien, on avait un niveau d'anxiété, de dépression plus élevé à V3 et un niveau d'affect positif plus bas lorsque c'était l'aidant qui répondait au questionnaire. Ça peut rejoindre certains aspects qu'on a discutés de la représentation de l'aidant par rapport à celle du patient. Enfin, concernant l'échelle de connaissances, vous avez vu que j'ai pas mis grand-chose, eh bien parce que malheureusement, l'interprétation est difficile. On n'avait pas de différence significative ni AV2 ni AV3. Ce qu'on peut juste noter, c'est qu'on avait une certaine tendance, mais je le glisse là comme ça, qu'il y avait une tendance à un meilleur niveau de connaissance lorsque le questionnaire était rempli par l'aidant ou par le patient et l'aidant, mais en plus ce n'était pas tout à fait significatif. Je crois vraiment que malheureusement sur cet aspect échelle de connaissances, on ne pourra pas en dire grand-chose et on envisage nous de pas en parler plus en détail. Donc au final, à partir de cette étude, on a pu montrer qu'il y avait un impact, il n'y avait pas d'impact significatif, pardon, il n'y avait pas de preuve d'impact significatif des résultats de l'analyse Nexome chez les individus porteurs d'une mutation causale, alors que peut-être au départ on pensait que c'est ceux c'est qui on retrouverait le plus d'impact, puisque j'aurais peut-être dû vous le préciser, mais pour ceux qui ont participé à l'étude Cascade, on avait un rendu d'informations, et dans le rendu d'informations, il était bien écrit le risque conféré aux apparentés, c'est-à-dire aux frères et sœurs, aux descendants, et donc logiquement le clinicien, s'appuyant sur ce rendu qui était rendu même aux patients, une feuille qui était destinée aux patients, il y avait bien l'information claire sur ce que cela implique au niveau familial. Eh bien, on n'a pas identifié d'impact significatif, on n'avait pas d'amélioration significative des connaissances, comme je vous l'ai dit, quel que soit le groupe. On avait une légère augmentation des symptômes de dépression chez le groupe avec facteur de risque, et puis surtout, de manière intéressante, l'impact semblait surtout prononcé, que ce soit sur l'anxiété, la dépression ou la diminution des affects positifs chez les individus non porteurs. Alors, on peut ensuite réfléchir au sens de tout ça. Est-ce que finalement, c'est parce que du coup, on a pu apporter un certain élément de réponse, et c'est pas impossible du tout, hein. Il y a des patients, pour certains cliniciens, je pense que ça a dû vous arriver, qui disent donc du coup, c'est à cause de la mutation que je suis malade, et ça donne un sens un petit peu à ce qui leur arrive, et donc ça peut lever une partie d'anxiété et de dépression. Tout ça est évidemment purement hypothétique. On n'a pas dans l'étude prévu de mesurer ce lien-là, du moins pas au départ. Il faudra peut-être qu'on le refasse. Les limites inhérentes à l'étude, vous les avez identifiées, c'est bien sûr déjà le fait que le patient est parfois assez sévère, et donc on évalue un petit peu la dyade sans savoir exactement, enfin, on savait, mais on ne sait pas comment ça peut jouer quand on met les deux. Est-ce que c'est plus le patient qui a répondu ou est-ce que c'est plus l'aidant? Il y a une attrition importante, on ne peut pas le nier, même si on a essayé d'en tenir compte, et on a vérifié qu'elle n'induisait pas de biais de sélection. Il y a une complexité dans l'interprétation des données psychologiques, hein. C'est des patients ayant une maladie d'Alzheimer, les échelles n'ont pas été faites pour évaluer la dimension psychologique, dépression, anxiété ou les affects dans cette population de maladie d'Alzheimer. Elles ont été faites pour identifier ces symptômes là dans une population psychiatrique, mais c'est la chose qui était à notre disposition, et il n'y a pas d'autres études qui ont été faites avec d'autres échelles, et je trouvais que l'intérêt de tout ça, c'est que ça nous rapprochait d'une situation clinique que l'on vit chacun. Donc en conclusion, c'est la première étude en vie réelle mesurant l'impact des résultats d'une analyse d'Nexome. Il n'y a pas de preuve d'une augmentation d'anxiété ou de dépression
à l'annonce d'une mutation pathogène identifiée. Ce qui est de plus intéressant, c'est qu'il semble y avoir une population plus à risque d'impact négatif lorsqu'il n'y a pas d'anomalie retrouvée, lorsqu'il n'y a pas d'explication. Et c'est vrai que intuitivement, on aime bien avoir une explication, et quand on ne l'a pas, c'est stressant. Il y a un possible bénéfice donc à avoir un résultat de génétique, puisqu'il contribue à expliquer l'apparition des symptômes. Il y a des données importantes, parce que ce que je vous ai montré par rapport aux facteurs de risque, eh bien, ils vont être mis en perspective, peut-être dans les mois, années, on ne sait pas, on l'espère le plus tôt possible, mais en tout cas, si jamais les traitements en immunothérapie sont mis à disposition, il y aura vraisemblablement, comme vous savez, la nécessité de déterminer le statut APE, que ce soit pour exclure des patients ou pour avoir une discussion appropriée selon ce qui se passe aux États-Unis ou en Angleterre. En tout cas, ça va être nécessaire. Donc, du coup, c'est important de mesurer quel était l'impact. Et puis, ça nous a amené, nous, à décider de poursuivre exactement la même stratégie, c'est-à-dire que maintenant, l'étude cascade, elle est terminée, mais on continue à rendre les résultats complets sur l'ensemble des variations génétiques qui ont été identifiées, c'est-à-dire les mutations pathogènes de Alzheimer, les facteurs de risque, et également, pour que vous le sachiez aussi, les mutations pathogènes de situations avec un diagnostic différentiel pour la maladie d'Alzheimer. Donc, je voudrais juste terminer pour remercier d'abord Victor Wong. Vous avez vu son nom apparaître à plusieurs endroits. C'était son travail de thèse que j'ai encadré et qui a beaucoup contribué à ces données. Évidemment, l'ensemble du laboratoire et du laboratoire INSERM et du CNRMJ à Rouen avec qui je travaille, c'est là qu'on y fait les analyses. Et puis, globalement, tous les collaborateurs au niveau national, puisque les séquençages ont été en partie faits au CNRJH. Puis, vous tous, puisque vous nous référez des patients, puis la Fondation Alzheimer, parce que c'est la fondation qui a financé ce programme e-Cascade. Merci David pour ces beaux résultats de l'étude e-Cascade, avec des données qui sont finalement contre-intuitives et qui soulignent l'importance de bien donner les diagnostics à nos patients. Donc dernière communication pour cette session, Sophie Auriacombe, qui exerce au CM2R de Bordeaux et qui va nous parler de la cohorte NEODEM qui porte sur le pronostic des patients jeunes. Donc, je vous laisse la parole. Par contre, je vais essayer de faire mieux que vous. Il faut. Si vous pouvez ouvrir. Là, ici. Oui. Voilà. Pour avancer. C'est tout pour là. Ok, merci. Ok, bon après-midi à tous. Merci aux organisateurs de votre invitation dans ce symposium. Je vais vous montrer quelques données d'inclusion de la cohorte NEODEM qui a été rassemblée avec un certain nombre d'investigateurs dont vous voyez les noms sur cette première diapo. Il y a en fait pas tant encore de données que ça sur le pronostic des démences du sujet jeune, notamment en termes de pronostic fonctionnel. Idéalement, ça se fait avec des études de cohorte, et les études de cohorte, c'est toujours un petit peu compliqué à monter. Pour la maladie d'Alzheimer, il y a bien sûr la cohorte COMAGE, dont vous avez entendu parler tout à l'heure, et qui avait un fort objectif génétique, entre autres. Et il y a, depuis 2020, une grosse cohorte américaine qui s'est formée, l'étude Leeds, et qui a pour objectif surtout d'étudier des patients Alzheimer, mais ils ont aussi un groupe de témoins et un groupe de patients qu'ils appellent non-Alzheimer, et qui ne sont pas plus définis que ça. Il y a une centaine de patients dans cette cohorte, c'est le groupe démence précoce non-Alzheimer. Alors, nous, notre objectif avec ce PHRC qu'on a obtenu en 2018, c'était une cohorte multicentrique de patients ayant des pathologies neurodégénératives et étudier leurs facteurs de pronostic. En fait, c'était ça qui nous intéressait au départ, un pronostic fonctionnel tel que mesuré
par les activités de base de la vie quotidienne. Et notamment, on s'est intéressé aux symptômes psychologiques et comportementaux, et en particulier à la dépression comme facteur explicatif éventuellement potentiel du pronostic. Il y a beaucoup d'objectifs secondaires. Il y a on va étudier le rôle des variables sociodémographiques, les variables cliniques, les formes cliniques de maladie d'Alzheimer, qu'est-ce que ça change sur le pronostic, les formes cliniques de maladie frontotemporale, les différentes formes, là aussi, qu'est-ce que ça change, et puis des biomarqueurs. Il y a le taux des biomarqueurs dans le LCR, et pour le centre de Bordeaux, une étude d'imagerie avec des séquences particulières qui vont être étudiées comme facteurs de pronostic éventuels, avec 2 IRM à 18 mois d'intervalle, étude qui est coordonnée par Vincent Planche. Alors les critères d'inclusion dans cette cohorte, c'était une démence de début précoce mais relativement nouvellement diagnostiquée, un début des symptômes avant 65 ans et un état encore relativement débutant avec une CDR qui était entre 0,5 et 1. Les critères de non-inclusion, c'était toutes les démences non dégénératives, y compris les démences vasculaires, surtout les démences d'étiologie indéterminée, parce que si vous voulez étudier les facteurs pronostiques de quelque chose, il faut que ce quelque chose soit bien défini. Les démences au cours de la trisomie 21 également étaient exclues, et les patients déjà en EHPAD ou déjà dépendants pour les activités de base de la vie quotidienne, puisque c'est ça qu'on voulait expliquer. Alors, cette cohorte a un suivi de 3 ans, avec des visites tous les 6 mois, qui alternent des visites relativement courtes et des visites plus longues. À l'inclusion, les facteurs qu'on a recueillis, il n'y a pas tout à fait tout, mais essentiellement les données démographiques, les antécédents personnels et familiaux de dépression, de maladies neurodégénératives, la forme clinique précisément des maladies, bien sûr, un bilan neuropsychologique, les activités de vie quotidienne, instrumentales et activités de base, CDR, NPI, l'échelle de dépression de Cornell, c'est celle qu'on a choisie pour étudier la dépression dans la démence, c'est une échelle qui a été faite exprès pour ça, qui est assez ancienne, mais qui est intéressante parce qu'elle prend l'avis à la fois du patient, de son aidant et du clinicien, qui fait finalement la synthèse de tout ça, donc c'est intéressant, et les biomarqueurs, et enfin le recueil des traitements. Alors, le premier résultat, c'est qui c'est un petit peu, qui c'est cette cohorte. Vous voyez qu'il y a une prédominance de maladies d'Alzheimer attendue, avec des formes amnésiques pour 65% des cas et 35% de formes non amnésiques. Il y a un groupe de pathologies frontotemporales dans lequel la DFT comportementale est la plus fréquente. Ça aussi, c'est ce à quoi on s'attendait. Pas mal de démence sémantique, peu d'aphasie progressive et 4 formes avec des signes moteurs, PSP, DCB. Vous voyez qu'il y a très peu de maladies à corps de Lewin, très peu. Il n'y en a que 10, c'est tous des hommes. Je ne vous en parlerai pas plus parce qu'on n'a pas pu enfin, à cause du nombre, on ne peut pas finalement en dire grand-chose. Alors, qui c'est? Globalement, ce sont des gens qui ont une moyenne de 60,7 ans, qui sont en majorité des femmes pour 60%, un niveau socio-éducatif, je dirais, qui se répartit assez bien dans les différentes tranches, avec finalement quand même assez peu de niveau primaire. Seulement 8%, c'est pas beaucoup. La plupart sont mariés et on s'intéressait aussi de savoir si le participant vivait ou non seul comme facteur de pronostic, en se disant sûrement que s'ils vivent seuls, ils partiront plus vite en EHPAD, on va voir ça. Mais en tout cas, ça fait quand même 20% des gens qui vivent seuls. Donc, je trouve que c'est une proportion qui est quand même assez importante, même si pour la majorité d'entre eux, ils ont une personne ressource. Alors, durée depuis l'apparition des symptômes, c'est comme d'habitude, vous avez vu tout cet après-midi, les 39,8, on voit qu'on est vraiment tout à fait dans la moyenne, 39 mois et quelques, près de 40 mois. Bon, voilà, c'est le délai habituel. En termes de sévérité, la CDR est le plus souvent à 0,5,
dans 2/3 des cas, et une CDM sum of box qui est finalement à 3,7. Ça aussi, ça reflète quelque chose d'assez, finalement, quand même d'assez débutant. C'est pas un score très élevé. En termes de MMS, ils ont 20. Donc ça, c'est pas si mal, mais ça ressemble un petit peu à ce qu'on a vu ce matin. Et en termes d'IADL, 16,2, ça c'est également une sévérité moyenne sur une échelle qui a 36 points. En termes de psychotropes, 58% sont sous psychotropes, avec une bonne majorité qui prend des antidépresseurs. 90% de ceux sous psychotropes prennent des antidépresseurs. Très peu de thymorégulateurs, 20% d'anxiolytiques et peu de 10% de neuroleptiques et peu d'hypnotiques. Alors ensuite, on a voulu regarder comment se comparent un petit peu nos deux groupes Alzheimer et DFT. Alors en termes de moyenne d'âge, de sexe, de niveau d'études et de solitude, c'est à peu près la même chose, ils sont tout à fait comparables. Dans les deux groupes, il y a 20% de personnes qui vivent seules. Le MMS est à 19 pour les Alzheimer, 22 pour les DFT. Ça aussi, ça pouvait être un peu attendu. La différence est très significative. Par contre, en termes d'IADL, en termes de retentissement sur les activités de vie quotidienne, les scores IADL sont plutôt comparables. De la même façon, pour le score Sum of Box à droite, vous voyez 3,9, 3,4, ce sont des différences qui ne sont pas significatives. Alors, en termes d'antécédents familiaux de pathologies neurodégénératives, c'est 50% dans l'Alzheimer, 45% dans la DFT. Voilà, bon, j'aurais pensé un petit peu plutôt l'inverse, mais bon, ça prouve qu'il y a quand même, il y a 50% d'antécédents familiaux dans la maladie d'Alzheimer. Antécédents personnels de dépression, ça c'est pareil, 40%. Et enfin, un épisode de burn-out professionnel précédant le diagnostic, ça nous intéressait de voir ça. On voit qu'il y a 21% dans la maladie d'Alzheimer et 5% dans les DFT. Donc les burn-out professionnels, c'est plutôt les Alzheimer qui les font. Et la différence est très, très significative. En termes de prise de psychotropes, là aussi, 54% Alzheimer, 73% DFT. Les DFT prennent plus de psychotropes, ce qui est confirmé quand on regarde leur score NPI total moyen, qui est en bas, 13 pour l'Alzheimer et 22 pour la DFT. Là aussi, la différence est très significative au profit avec des scores pour euphorie, apathie, désinhibition, sommeil et appétit qui sont toujours plus élevés pour la DFT. Ça, c'est pas forcément très surprenant. Ceci dit, la NPI est sur 144, c'est pas des scores non plus extrêmement élevés. L'échelle de dépression de Cornell ne donne aucune différence entre les deux groupes. Sachant que la proportion de patients déprimés était la même chez les Alzheimer et chez les patients DFT, 50% pour l'Alzheimer et 45% pour la DFT. En termes de proportion, c'était pareil, mais la sévérité n'est pas importante. Ce score est tellement bas que j'ai revérifié avant de partir en me disant qu'il doit y avoir une erreur, puisque l'échelle est sur 36 ou 38. Mais non, il n'y a effectivement pas d'erreur. C'est l'entrée dans l'étude. Hein. Peut-être que ça va évoluer avec le temps. Voilà, donc on a une cohorte de patients jeunes qui est finalement assez représentative de ce qu'on pouvait attendre, avec cette proportion nettement plus importante de malades d'Alzheimer, la proportion de formes non mnésiques 65%, une personne sur 5 qui vit seule, 40% d'antécédents dépressifs et 50% de dépression, et plus de troubles du comportement et de psychotropes dans les DFT. Alors, j'ai voulu comparer notamment à l'étude Leeds. Bon, l'étude Leeds, c'est une grosse étude américaine multicentrique. Ils veulent inclure 400 patients jeunes. Ils sont à 200. Ils commencent à publier sur les 200 premiers.
Nos patients Alzheimer sont aussi très comparables aux leurs en termes démographiques, sévérité, dépression, mais pas les formes cliniques, bizarrement. Eux, ils ont 80% de formes mnésiques et ils ne se l'expliquent pas. Parce que c'est vraiment, il y a une cohorte californienne où il y a même que 50% de formes mnésiques. Donc c'est quand même une proportion qui est assez variable. Ce qui est sûr, c'est qu'il y en a toujours plus de formes non mnésiques chez les jeunes que chez les plus âgés. Donc le suivi est en cours. Le dernier patient, ce sera en mai 2026 et c'est à partir de là qu'on pourra regarder les résultats qui vraiment. Et sur ce, je remercie les participants et tous les investigateurs de cette étude et leurs équipes et merci de votre attention. Alors, on prend le temps de quelques questions et on va demander aux orateurs de monter. Alors, comme il y a 2 sièges, on se posait la question. Je ne sais pas, vous piochez qui se met sur les genoux de qui, ou alors on se met tous ici. Voilà, bon, il y a un micro qui va circuler et on a le temps pour quelques questions. Oui, Olivier, Olivier, c'est à toi. Vas-y. Ah, t'attends le micro, évidemment. J'ai l'impression que le micro marche. Si, ça y est. Oui, c'est bon. Bon, merci pour les présentations. J'ai une remarque sur le retard diagnostique et une question. La remarque, c'est dans le retard diagnostique, il y a quelque chose que vous n'avez pas évoqué, qui me semble peut-être important, c'est la réserve cognitive chez les patients jeunes, qui fait qu'ils tiennent longtemps, et puis c'est quand ça se dégrade vraiment qu'ils arrivent en consultation, donc forcément avec des performances cognitives qui ne sont pas très bonnes. Et ma question, c'est est-ce que vous pensez qu'il faut systématiquement, chez quelqu'un qui fait un burn-out, proposer une évaluation cognitive ? C'est une question qu'on se pose effectivement parce que il faudrait qu'on arrive à développer des outils pour essayer de ne pas passer à côté. Alors, le problème de la dépression, c'est hyper fréquent dans la population générale. Le burn-out, c'est pareil. Donc c'est ça qui est un peu compliqué. Et d'un autre côté, on passe à côté de patients. Quand on réinterroge les patients, finalement, ils nous disent, bon, alors certes, il y a le burn-out, mais il n'y a pas forcément toujours de la tristesse, où il y a des difficultés au travail qui ont été mises sur le compte d'une dépression, mais les gens ne disent pas forcément finalement qu'ils étaient si tristes que ça, ils étaient juste submergés. Donc, je pense qu'il faut réfléchir peut-être tous ensemble à essayer de trouver des outils pour mieux, savoir quels sont les bons patients, qui est à cibler, mais ça, c'est un vrai défi. Je ne sais pas si vous avez d'autres idées. Si vous avez d'autres idées. Il y a peut-être des spécificités neuropsychologiques au burn-out. Le problème, c'est qu'en psychiatrie, on ne va pas évaluer avec des tests neurologiques les patients en burn-out. Alors, il faudrait le faire parce qu'on pourrait probablement déterminer des affaiblissements dans certains domaines cognitifs qui seraient plus spécifiques d'une maladie d'Alzheimer ou d'une maladie apparente. Oui, dans mon expérience, il y a quand même pas mal de patients quand on accepte les entrées en direct, dire sans qu'ils soient forcément envoyés par un médecin, qui arrivent avec cette indication de burn-out et qui consultent en mémoire. Et j'allais dire, c'est à la fois pour le diagnostic, c'est intéressant, mais même en termes thérapeutiques de prise en charge de ces patients-là, je trouve ça intéressant justement de leur permettre d'avoir cette évaluation, quels que soient les résultats ensuite. Et moi, je suis pas spécialement ciblée burn-out et pourtant, j'en ai quand même pas mal dans la population qui consulte.
C'est pas une question, c'est juste une petite remarque. Effectivement, nous, on a fait une thèse de médecine générale sur le burn-out et sur les patients burn-out de notre CM2R. Et pour donner un tout petit éclairage sur la neuropsychologie, on avait plutôt des troubles attentionnels, en attention divisée, en flexibilité, etc. Donc, a priori, pas un tableau qui évoquait quelque chose avec un trouble du stockage, mais il faudrait les suivre. C'est ça le problème, effectivement. Voilà. Oui, c'est souvent des patients jeunes avec un haut niveau socioculturel, donc ils peuvent commencer avec des troubles. Oui, pour compléter, abonder dans votre sens, effectivement, dans la courte qu'on avait étudiée et publiée, effectivement, on trouvait que les premiers symptômes, c'était pour notre population, alors surtout chez ceux de moins de 62 ans en activité professionnelle, c'était l'alerte par le médecin du travail plus que par la famille. Et le médecin du travail évoque le burn-out, diagnostic, parce que c'est l'entourage professionnel qui dit ça va pas, il n'arrive plus à faire son travail, qui fait l'alerte. Médecin du travail, du coup, ils vont en psychiatrie. On en a eu même qui ont été des perfusions d'anafranil. Et nous, on interprétait ça par effectivement une surcharge mentale liée au déficit de mémoire de travail, par l'atteinte à prédominance pariétale avec les réseaux peut-être pariéto-frontaux altérés. Mais dans notre étude, on n'a pas fait d'analyse d'imagerie spécifique. Mais du coup, effectivement, la question de la détection, Sophie, et puis les collègues de Lille, parce que je crois que vous êtes très investis. Je dois dire qu'il y a eu un superbe article dans Le Monde sur les formes jeunes, très bien fait, je trouve, sur cette question-là de l'alerte au travail. Je pense qu'il y a une réflexion à mener auprès de la médecine, des médecins du travail, et peut-être justement, parce que le déficit de mémoire de travail n'est pas spécifique, entre autres dans la dépression, donc aller voir si on ne peut pas essayer d'avoir des outils plus, entre guillemets, spécifiques, je ne sais pas, d'alerte d'une fragilité corticale pariétale, qui pourrait être, parce qu'il ne faut pas le faire à tous les patients, enfin tous les sujets, donc c'est bien la question de la rareté par rapport à la fréquence des symptômes, mais peut-être partir sur une hypothèse en fait neurofonctionnelle anatomique qui pourrait peut-être aider, et aussi la dissociation entre le vécu en fait de tristesse qui n'est pas vraiment celui-là par rapport à ce qu'on pourrait attendre de ce qu'ils vivent réellement dans leur contexte professionnel. Enfin voilà, c'est juste des petites suggestions. Est-ce qu'il y a une autre question ? Non, je pense que je rejoins tout le monde. Moi, j'aurais peut-être une question pour David. Comment expliques-tu finalement la différence en termes d'impact émotionnel entre finalement les patients qui n'ont pas de vulnérabilité ou de facteurs de risque pour développer la maladie et ceux qui en ont? Moi, je me posais la question peut-être d'un profil neuropsychologique aussi un peu particulier. Est-ce qu'en cas de facteur de risque, on est un peu plus anosognosique? Est-ce que tu as des éléments de ce côté-là? Non, les études qui ont été faites sur les différents facteurs, et même en comparaison, alors c'est le maximum ce qui a été fait, c'est en comparaison les gènes entre eux, donc PS1 versus APP, etc. Et puis également avec l'APOE. Il n'y avait pas nécessairement de distribution très différente liée à la cause génétique ou au facteur génétique. On a compris que je différenciais quand même les deux. Et donc, ça ne serait probablement pas l'explication d'un facteur phénotypique. En tout cas, l'hypothèse existe, enfin, elle peut s'envisager, mais il n'y a aucun élément qui permettrait de d'étayer. Pour l'instant, la seule chose que nous, on a évoquée, c'est le fait qu'on explique mieux à quelqu'un la raison de ce qui lui arrive. Et ce qui n'est pas forcément la même chose par rapport aux enfants, parce que j'entendrais complètement, ça, les études en Huntington l'ont montré, que par contre, pour les enfants, ça serait peut-être le schéma complètement inverse, c'est-à-dire qu'eux, ils seraient beaucoup plus inquiets d'apprendre qu'ils ont un facteur causal dans la famille qu'un facteur de risque ou que rien du tout. Et là, on s'est mis à l'échelle du patient.